Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un marathon de cuisine faite maison. Je vous ai regroupé plusieurs de mes vidéos en une seule pour que vous puissiez avoir plein d'idées recettes que vous puissiez cuisiner maison tous les jours. Alors je vous embarque avec moi pour 1h30 de cuisine, c'est parti! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de compote pomme-poire pour les bébés, les enfants ou même les adultes. Faite maison, rapide, simple et saine à réaliser pour environ 500 ml. Et ce sera un accompagnement idéal pour vos repas et pour ceux de vos enfants. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de compote pomme-poire pour les bébés, les enfants ou même les adultes. Faite maison, rapide, simple et saine à réaliser pour environ 500 ml. Et ce sera un accompagnement idéal pour vos repas et pour ceux de vos enfants. Je suis Lucia, maman de 2 enfants et j'adore cuisiner. Avant de démarrer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner si le contenu vous intéresse pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications. Donc aujourd'hui pour cette recette de compote pomme-poire, nous aurons besoin donc de 4 pommes, celles de votre choix, et de 2 poires. Donc moi j'utilise des fruits bio pour faire mes compotes parce que j'utilise également l'eau de cuisson comme boisson, donc il vaut mieux que les fruits soient bio. Donc je commence par éplucher et enlever le trognon de toutes mes pommes et de mes poires. Et après les avoir rapidement rincées, je les mets dans une casserole en ajoutant environ 1 litre d'eau. Donc comme vous l'aurez remarqué, dans cette recette, je ne mets pas du tout de sucre parce qu'il n'y en a absolument pas besoin. Les fruits sont déjà sucrés, je n'ai pas besoin d'ajouter de sucre. Donc je vous invite à tester et à me faire un retour en commentaire. Donc une fois qu'on a mis le litre d'eau dans les pommes et les poires, on va porter le tout à ébullition pendant environ 25 minutes en plaçant un couvercle sur la casserole. Une fois le temps de cuisson terminé, donc on va pouvoir passer à la partie de mixage de la compote. Donc pour ça, on va récupérer juste les fruits sans prendre l'eau de cuisson. Et on va placer les fruits dans le blender. Donc ensuite, moi je vais mixer ma compote jusqu'à obtenir une compote bien lisse. Mais tout dépend des goûts. Vous pouvez mixer grossièrement pour qu'il reste un peu de texture ou mixer finement si vous avez une préférence pour la compote mixée finement. Pour les bébés, je vous recommande de mixer la compote très finement pour que le bébé puisse accepter la compote. S'il y a des morceaux, il ne l'acceptera pas. Donc moi j'ai pris l'habitude de mixer finement mes compotes puisque c'est les compotes que je faisais à mes enfants et que je continue à faire d'ailleurs, mais plus à la même fréquence. Je les utilise également pour mes petits déjeuners, pour mes desserts et pour les leurs également. Voilà, donc une fois mixée, la compote est prête. Donc elle est encore chaude, mais elle est prête à être consommée. Donc vous pouvez la manger chaude si c'est votre préférence, sinon laissez-la refroidir et puis ensuite mettez-la au frigo pour avoir une compote fraîche. Au frigo, vous pourrez la conserver environ 3-4 jours et au congélateur jusqu'à 1 mois. Donc je vous conseille de la diviser en petits pots pour n'avoir qu'une partie à décongeler à chaque fois. Et comme vous le verrez dans à peu près toutes mes vidéos, je priorise l'utilisation du verre et je minimise l'utilisation du plastique parce que je souhaite éviter les migrations de particules dans notre alimentation. Donc voilà, donc là mes compotes je les conserve dans des bocaux en verre, que ce soit des grands bocaux comme ça de confiture ou des petits pots récupérés à gauche à droite. Et donc j'ai obtenu environ 500 ml de compote pour moi et ma famille.
Salut à tous, alors là je viens de finir la vidéo dans laquelle je vous ai filmé du coup ma recette de cassoulet. Là je voulais vous parler de cubes, donc des cubes, donc les exauceurs de goût. Donc je vais vous parler de ces outils qui sont parfois indispensables dans la cuisine, donc dans la cuisine de certains, pas dans la mienne. Du coup voilà, je voulais vous parler de ces cubes là. Parce que là, du coup, on est en début d'année, donc c'est le moment des résolutions. Je sais que beaucoup, du coup, ont sûrement pris des résolutions concernant leur vie professionnelle, concernant leur vie personnelle également. Mais du coup, je voulais également vous exhorter à prendre des résolutions concernant votre cuisine, donc concernant votre alimentation, puisque on dit voilà, l'aliment est notre premier médicament, parce que l'alimentation du coup a une place hyper importante dans notre vie. Donc il faut absolument également prendre des résolutions concernant notre alimentation, surtout si on se rend compte que notre alimentation n'est pas la meilleure qui soit. Donc du coup, moi j'ai toujours donc, ces cubes-là à la maison, donc que je n'utilise absolument plus depuis un certain temps maintenant, mais je les ai du coup pour me rappeler que voilà, je ne les utilise plus, enfin pour me rappeler depuis quand je ne les utilise plus, parce que pour exemple, cette boîte de Cubor, donc la date de péremption est à avril 2022, je ne sais pas si vous voyez bien. Et pour cette boîte-là, que moi je n'ai pas acheté, c'est mon mari qui l'avait acheté juste avant le confinement. La date de péremption est au, elle est marquée où là, décembre 2020. Donc du coup, voilà, il en reste il en reste 5 à l'intérieur, 4,5 plus exactement. Là, il en reste un peu plus. Mais donc du coup, voilà, ce sont des exauceurs de goût, des additifs que je n'ajoute plus du tout dans ma cuisine. Et il m'était arrivé à une époque de penser que ma cuisine ne pouvait pas être bonne sans ces exauceurs de goût, sans ces outils-là. Et il se trouve que depuis justement maintenant 6 mois, 9 mois peut-être, je n'en utilise plus du tout. Donc il y avait encore certains plats, donc, notamment certains plats haïtiens que je faisais et qui, pour moi, je ne pouvais pas les cuisiner sans ces outils-là. Et en fait, maintenant je me rends compte que absolument pas, et ils ne sont pas indispensables. Donc à travers cette courte vidéo, en fait, je voudrais vous encourager à prendre l'engagement de ne plus utiliser ces tubes-là, donc pendant cette année-là, et à faire vos tests, à faire vos ajustements en termes d'épices, en termes de sel, en termes de poivre, voilà, en termes d'épices tout simplement, pour que vous puissiez arriver au goût que vous souhaitez dans votre alimentation. Et je vous assure que c'est possible de faire sans. Moi je fais sans maintenant. D'ailleurs je ne sais pas comment je le ferai, mais un jour j'aimerais faire goûter ma cuisine à certains pour que vous puissiez en juger par vous-même. Mais il est totalement possible de cuisiner avec des produits frais, des produits sains, de bonnes huiles, de bons féculents, sans pour autant ajouter ce type de produit-là. Donc vraiment, moi je vous exhorte à prendre cette résolution. Donc comme on est encore début janvier, il est toujours possible de l'ajouter à votre liste d'objectifs. Voilà, de passer un mois sans utiliser ces cubes, puis 2 mois, puis 3 mois, puis au bout d'un moment, voilà, ne plus cuisiner aucun plat, ou voilà, ne plus cuisiner au quotidien, en tout cas avec ces outils-là. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais ces outils-là qui ne sont pas du tout indispensables dans votre cuisine. Donc tout à l'heure, je regardais les compositions et en fait, les deux contiennent du sucre. Donc d'abord du sel, puis du sucre. Donc dans l'un, du sel de cuisine, puis du sucre. Dans l'autre, du sel, puis de la fécule, puis du sucre. Donc en gros, le sucre revient en 2e ou 3e position. Donc autant dire que ça en contient énormément. Voilà pourquoi ça rehausse le goût de vos plats. C'est parce que ça contient du sucre tout simplement. Donc là, le sel est le premier ingrédient dans les deux. Et ensuite, le sucre arrive en 2e ou 3e position. Donc en gros, après le sel, c'est le sucre qui a le plus gros volume dans ces produits-là. Donc voilà pourquoi il rehausse vos plats. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ajouter une cuillère de sucre dans vos sauces, dans vos légumes, etc. Même j'ai vu des gens cuisiner des quiches avec ce genre de produit-là. Je ne sais pas voilà, si vous imaginez ajouter une cuillère de sucre dans vos quiches. Mais en tout cas, sachez qu'en ajoutant ces produits-là, c'est ce que vous faites. Donc vraiment, moi je vous encourage à tester vos plats, à les cuisiner, à les améliorer au fur et à mesure des fois où vous les cuisinerez, et vous vous apercevrez que vous n'avez absolument pas besoin de ces produits-là pour faire de la bonne cuisine. Donc voilà, c'était mon encouragement pour cette année, cuisiner sans cube.
Comment préparer un riz jonjon facilement, rapidement, pour les personnes pressées et qui comme moi ont des enfants? Je vous montre ça. Salut à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants et j'adore cuisiner. Aujourd'hui, pour la première recette salée de ma chaîne YouTube, on se retrouve pour le riz jonjon. Donc dans une casserole, vous allez mettre de l'huile de colza avec 2 cuillerées de mon bocal d'épices, dont vous trouverez la recette dans la description, ainsi que 2 cuillères à soupe de mon bocal OH. Vous trouverez la recette en description également. Ensuite, on va ajouter l'eau d'un Maggi jonjon qui aura été préalablement fondu, ou sinon la fonte du Maggi jonjon se finira dans la casserole directement. Donc moi je n'ai pas à disposition les champignons jonjon, donc je fais ça avec le Maggi jonjon que je trouve dans les épiceries exotiques. Bon, pour aider à la fonte du Maggi jonjon, donc je l'écrase un peu. J'ajoute ensuite du sel, ainsi que du poivre noir, et du piment de Cayenne en poudre. Donc le sel, le poivre et le piment de Cayenne sont à mettre bien sûr en quantité en fonction de vos goûts. Donc pour ça, n'oubliez pas de goûter régulièrement le mélange. Et j'ajoute environ 1 litre d'eau. Donc là, j'ai pas mis exactement 1 litre d'eau, mais je vais en ajouter encore par la suite, ce qui va porter le tout à environ 1 litre d'eau. Puis on ajoute du persil frais. Donc moi j'utilise du persil plat que je hache grossièrement directement dans ma casserole. Je trouve vraiment que le persil fait une grosse différence dans le riz jonjon. Donc moi j'hésite pas à en mettre une bonne quantité. J'aime vraiment le goût que ça donne à mon riz jonjon. Donc je vous invite à tester avec plus ou moins de persil selon vos goûts. Et donc là je laisse bien le mélange bouillir pour que le goût du persil s'imprègne bien dans l'eau de cuisson. Dans l'eau qui va servir à cuire notre riz. Et je vais y ajouter de la crème de coco. Donc en proportion, pour 1 litre d'eau, j'ai mis environ la moitié d'une briquette de crème de coco. Donc là, je vous montre à l'écran à peu près ce qui restait dans ma briquette une fois que j'avais versé ce dont j'avais besoin. Et on mélange bien le tout avant de laisser bouillir. Et la dernière chose que j'ajoute avant de terminer l'eau de cuisson de mon riz, donc c'est de l'huile d'olive.
donc environ 2 cuillères à soupe. Et là c'est parti pour la fin de préparation de mon eau de cuisson, avant d'ajouter le riz. Et là du coup c'est le bon moment pour ajuster le goût de votre eau de cuisson avec du sel, avec de l'ail, avec du piment, avec du poivre comme vous le désirez. Moi en général c'est le moment où j'ajuste avec du sel parce que c'est là où je me rends compte que voilà, c'est pas assez salé. Donc la recette que moi je vous propose, elle ne contient pas de pois, que ce soit des pois d'Angole ou autres, parce que c'est, pour la rapidité de ma recette, du coup je n'ai pas mis de pois, mais vous pouvez très bien les faire avec les pois de votre choix. Et donc une fois que l'eau de cuisson est prête, c'est le moment où on va ajouter le riz. Donc vous trouverez en barre de description les quantités exactes de riz que j'ai mis. Et ça faisait environ 2 gobelets de 25 centilitres. Je vous mettrai le grammage de riz. Voilà, donc mon riz a évidemment été lavé au préalable. Et je l'ajoute en pluie du coup dans ma casserole. Une fois que le riz a été mis dans la casserole, je vais couvrir ma casserole et baisser un peu le feu pour lancer la cuisson pendant 20 minutes. Donc moi, sur ma plaque, j'avais baissé le thermostat à 7 alors qu'il était à 8 pendant toute la première partie, donc la préparation de l'eau de cuisson. Et en fin de cuisson, j'ajoute encore quelques feuilles de persil sur mon riz. Vous voyez donc à quel point j'aime le persil dans le riz Jeonjeon. Et je mélange un peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de riz blanc qui se soit aggloméré quelque part. Et donc là j'étais à 5 minutes de la fin de mon thermostat, mais mon riz était quasiment prêt. Donc j'ai recouvert et j'ai laissé quelques instants supplémentaires. Et donc voici ce que j'ai obtenu. Donc un riz Jeonjeon savoureux, qui ne colle pas, et qui est prêt à être dégusté en moins de 30 minutes. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire des yaourts faits maison. Donc pour ça on aura besoin d'1 litre de lait entier, de ferment lactique, d'un thermomètre digital, de sirop d'agave et d'une casserole, d'un fouet et également un yaourt industriel. Donc on peut aussi utiliser un yaourt d'une précédente fournée, mais moi donc pour mes débuts j'ai utilisé des yaourts industriels.
par la suite, j'utiliserai des yaourts de précédentes fournées. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos. Donc tout d'abord, il faut faire chauffer le lait entier, donc le litre de lait entier dans une casserole. On va porter le lait à une température comprise entre 40 et 45 degrés. Donc si vous n'avez pas de thermomètre digital, la sensation que ça doit vous faire lorsque vous plongez un doigt dans le lait, c'est que la température est chaude mais supportable. Voilà, donc moi j'ai porté mon lait à une température de 47 degrés, je l'ai ensuite laissé refroidir pour qu'il arrive à 45 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai préchauffé mon four à la température la plus basse que mon four me permet de chauffer. Donc pour moi c'était 80 degrés. Là, il était encore trop chaud. Et donc ensuite, je reprends la température de mon lait. J'ai préparé mes pots qui vont me servir à préparer mes yaourts. Donc pour ça, j'utilise un plat qui va au four où je dispose mes 8 pots de yaourt. Donc moi, j'utilise des pots en verre. Donc réutilisable, lavable et réutilisable. Je reviens à mon lait. Et lorsque la température est acceptable, donc entre 40 et 45 degrés, je peux passer à la suite de ma recette. Donc j'ajoute mon yaourt industriel. Donc là moi j'ai utilisé les yaourts que j'avais, donc des yaourts pour enfants. Je mélange bien à l'aide de mon fouet. Puis j'ajoute les ferments lactiques, donc un sachet de ferments lactiques. Et je mélange à nouveau. Je rajoute ensuite l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Je mélange. Une fois que le tout est prêt, je transvase le tout dans un récipient avec un bec versaire pour me faciliter la mise en pot. Et je remplis mes 8 pots à yaourt. Il est important de placer les 8 pots à yaourt dans un plat qui va au four et qui peut contenir de l'eau, parce qu'on va ensuite y mettre de l'eau entre 40 et 45 degrés toujours, pour maintenir la température de fermentation le plus longtemps possible. Donc voilà, là on voit que la température de mon eau est à 42,6 degrés.
Donc je remplis mon plat avec de l'eau avant de mettre le tout au four. Donc juste avant d'insérer mes yaourts, j'éteins mon four, donc qui aura réchauffé à la température la plus basse possible. Et là on se retrouve le lendemain matin, donc pour les résultats de ma 5e fournée de yaourts, donc la 5e fois de ma vie où je fais des yaourts. Et je suis vraiment contente parce que ça y est, j'ai enfin réussi à trouver la recette qu'il me faut pour avoir des yaourts fermes et qui ne soient pas du tout liquides. Donc je suis trop contente. Et donc je termine par fermer mes pots pour les conserver au frigo. Et je pourrais les garder jusqu'à une semaine. Donc moi ça va pas faire du tout une semaine, ça fera maximum 2 jours. Parce que j'ai de grands consommateurs de yaourt chez moi. Mais voilà, sachez que vous pouvez les conserver jusqu'à une semaine. Salut, salut, je vais vous montrer comment je prépare ma vinaigrette, donc celle que je mange avec toutes mes salades. Donc c'est une recette super simple à préparer. Donc on va la préparer tout de suite ensemble. Donc le premier ingrédient du coup ce sera de l'huile d'olive. Donc moi j'utilise de l'huile d'olive vierge extra. Donc je fais toujours attention à ce qui est bien écrit ça et surtout que ce soit une pression à froid. Donc là, extraite à froid. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, c'est noté extraite à froid. Donc, il faut bien faire attention à ce critère-là. Parce que du coup, c'est un gage de qualité pour l'huile d'olive. Donc, alors, je mets une certaine quantité. Donc là, j'ai envie d'en préparer beaucoup. Du coup, c'est mon ingrédient de base. Donc là, je vais mettre... un peu moins que la moitié de mon pot, mais au final tout sera dosé par rapport à la quantité d'huile d'olive. Donc là j'ai mis une certaine quantité d'huile d'olive. Je vais y ajouter la moitié du coup du volume d'huile d'olive. Donc je vais ajouter la moitié du volume d'huile d'olive, mais avec du vinaigre balsamique. Voilà. Voilà, donc là je le fais à peu près à l'œil. Hein. Au final, du coup, quand je mets le vinaigre, donc il descend tout de suite en bas, du coup, parce que le vinaigre est plus lourd que l'huile d'olive. Et donc, en regardant, du coup, je fais attention à ce que, le volume de vinaigre représente la moitié à peu près du volume d'huile d'olive. Donc, ça, ce sont mes deux ingrédients liquides de base. Ensuite, j'y ajoute du sel. Donc là, c'est en fonction des goûts de chacun. Voilà, du sel. Moi, j'y ajoute également un peu de poivre moulu. Voilà, mais pas beaucoup parce que du coup, les enfants vont en manger aussi de cette vinaigrette. D'ailleurs, ils l'apprécient beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, il me manque du coup l'ail en poudre. Donc soit je mets de l'ail en poudre, soit je mets du wash, mais là j'en ai pas, donc du coup je vais mettre de l'ail en poudre. Enfin j'en ai, mais c'est pas haché assez finement, donc là pour cette fois je vais mettre de l'ail en poudre. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le goût de l'ail dans ma vinaigrette. J'en ai mis une bonne cuillère à café. Et le dernier ingrédient, du coup, ce sera de la moutarde. Donc là, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est de la moutarde mi-forte. Donc j'en mets une cuillère à café. Et il ne reste plus qu'à mélanger le tout.
Et voilà, ma vinaigrette est prête. Je vais pouvoir assaisonner directement ma salade. Donc si je suis à la maison et que le pot est avec moi, je vais pouvoir l'assaisonner directement. Ou dans le cas où je dois manger à l'extérieur, donc en général au travail, je mets ma vinaigrette du coup dans ce petit pot qui a un couvercle également et ça me permet de pouvoir transporter ma vinaigrette. Et du coup, ça c'est une astuce pour éviter le sucre qu'on peut retrouver dans les vinaigrettes industrielles. L'avantage de cette vinaigrette également, c'est qu'on va pouvoir du coup faire varier les plaisirs. Hein. Du coup, avec de l'huile, une huile différente, une huile de noisette, une huile de noix, une huile d'arachide, pourquoi pas. Donc on va pouvoir faire varier les plaisirs avec ou sans moutarde, avec ou sans poivre, etc. En ajoutant des herbes. Donc voilà, tout est permis dans les vinaigrettes faites maison. Par contre, du coup, une chose également à préciser, c'est que à chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser votre vinaigrette, n'oubliez pas d'agiter à nouveau le bocal parce que tout se dépose au fond. Par contre, pour le temps de conservation, moi je peux les garder jusqu'à 3 semaines, un mois au frigo et ça bouge pas. Enfin voilà, c'est de l'huile, du vinaigre, du sel, de la moutarde, des ingrédients qui se conservent très très bien. Donc pareil pour la vinaigrette, une fois qu'elle est mélangée, on peut la conserver assez longtemps. Notamment l'été, c'est quelque chose qu'on mangera quand même assez rapidement. Mais sachez que vous pouvez la conserver plusieurs semaines sans aucun problème. Donc j'espère que cette petite astuce de cuisine faite maison vous aura plu. Donc là, on l'a faite maison, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Et elle est prête en 2 minutes. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la préparation d'un buffet qui a été réalisé pour un anniversaire surprise. Donc c'est parti. Bonjour à tous, je suis Lucia, maman de 2 enfants. Sur ma chaîne, on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et à venir partager avec moi sur le contenu qui vous intéresse. Donc pour cette préparation d'anniversaire, j'ai été prévenue assez tard du fait de son déroulé. Et du coup, j'ai décidé de préparer quand même quelques petites choses à manger pour accompagner ma venue. Donc du coup, j'ai commencé par un cake salé. Donc je voulais faire un cake salé lardon olive. Mais donc à cet anniversaire-là, étaient invitées également des personnes végétariennes, des personnes qui ne mangent pas de porc. Donc j'ai aussi réalisé des feuilletés saumon, un feuilleté saumon épinard et un feuilleté épinard chèvre. Donc pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse manger un peu de choses qui auraient été préparées au four. Après, j'ai décidé de faire aussi quelques petites choses, vous verrez par la suite. Mais là, donc, on démarre avec le cake salé. Donc, je vous remettrai toute la recette en barre de description. Donc, comme je vous le disais, c'était un cake lardon olive. Donc, c'est le cake que je fais le plus souvent. Et j'aime assez le faire, donc je me suis dit que ce serait rapide et simple à préparer et c'est quelque chose qui plaît en général, donc j'ai préparé ce petit cake. Ensuite, donc une fois que le cake était parti au four, donc j'ai enchaîné avec la préparation du feuilleté épinard chèvre. Mais du coup, pour éviter que ce soit des feuilletés comme on a l'habitude d'en préparer assez souvent à la maison, donc des feuilletés où on aurait juste déroulé la pâte feuilletée sur un plat qui va au four et en ajoutant simplement la garniture par-dessus, j'ai décidé de donner à mon feuilleté un visuel un peu différent en faisant en sorte qu'il soit comme tressé. Donc que ce soit un feuilleté complètement fermé où on ne voit pas la garniture et de lui donner un petit côté tressé. Donc bon, j'ai commencé par la préparation des épinards. Donc j'ai ajouté du sel et du poivre à mes épinards hachés, à mes épinards en branches surgelés. Ensuite, je les ai passés au micro-ondes pour pouvoir aller très vite puisque j'étais assez pressée quand même pour la préparation de ces repas-là. Et pendant que mes épinards étaient au four, donc du coup, j'ai haché grossièrement ma bûche de chèvre. Puis j'ajoute un peu de wash à mes épinards du coup.
avant de pouvoir mélanger le fromage de chèvre. Et une fois que le tout était bien mélangé, donc j'ai déroulé ma pâte feuilletée et j'ai coupé en fait des lamelles, si je peux dire, sur les côtés de ma pâte feuilletée. Donc ce sera plus simple à comprendre en image. Donc j'ai laissé un couloir qui n'est pas du tout découpé pour pouvoir y poser ma garniture. Et du coup après c'est vraiment très simple, en fait je ferme juste les côtés, enfin le haut et le bas pour éviter que la garniture ne sorte. Et je referme une lamelle à gauche, une lamelle à droite, une lamelle à gauche, une lamelle à droite, histoire que ça donne un petit effet tressé. Bon là du coup je pense que j'avais pas mis énormément de garniture, ce qui fait que ça a pas trop bombé mon feuilleté, mais le résultat était super bon après. Et en plus là moi c'est une quiche qui est, enfin c'est comme une quiche du coup, puisque j'utilise une pâte feuilletée, j'utilise une garniture, mais l'avantage de réaliser un feuilleté de cette façon-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser de produits laitiers, donc de crème fraîche, etc. Là j'avais juste mon fromage que j'avais décidé de mettre en garniture, mais là vous allez voir du coup que pour le deuxième feuilleté, du coup c'était épinard saumon. Je n'ai pas du tout utilisé de produits laitiers et je trouve que du coup voilà, c'est l'avantage de faire un feuilleté de cette façon-là, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser de produits laitiers pour réaliser le feuilleté. Alors que moi je sais que si j'utilise une pâte feuilletée que je déroule sur un plat qui va au four et que la pâte feuilletée reste ouverte, je vais mettre une garniture et après je vais mettre une base de crème fraîche, œuf, pour finir mon feuilleté. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là du coup c'est différent, comme du coup tout va être fermé et qu'on n'a pas besoin de voir la garniture qui est à l'intérieur, du coup on n'a pas besoin de mettre de produits laitiers. Après en termes de volume, moi donc là c'était la première fois que je faisais un feuilleté de cette façon là et je me suis rendu compte après que j'avais pas suffisamment mis de garniture, ce qui fait que mon feuilleté du coup on l'a mangé, enfin un feuilleté a permis de nourrir 4 personnes uniquement. Mais voilà, si j'avais mis plus de garniture, donc plus d'épinards et plus de saumon dans le cas de celle-ci, j'aurais pu nourrir plus de personnes avec un seul feuilleté, on va dire. Donc là pareil, je procède de la même façon, je ferme une lamelle à gauche, une lamelle à droite, je referme bien le haut et le bas avant de refermer les lamelles par-dessus. Et je badigeonne le tout de jaune d'œuf pour pouvoir dorer mon feuilleté. Donc j'ai oublié de vous montrer le résultat une fois fini. Mais sachez que j'ai fait une grosse boulette, c'est que quand je suis partie le lendemain pour l'anniversaire de ma tante, j'ai complètement oublié de prendre tout ce que j'avais préparé au four, donc les 2 feuilletés et le cake salé. Donc je me suis retrouvée là-bas sans mes préparations au four. J'ai essayé de les repréparer, sauf que j'ai encore oublié des ingrédients à lister à la personne qui est allée m'acheter de nouveau les ingrédients pour pouvoir repréparer tout ça. Donc au final on a fait 100, donc c'est pour ça que sur les petites images de l'anniversaire, vous ne voyez pas les feuilletés. Ensuite, donc une fois que j'avais lancé la cuisson de tout ce qui devait aller au four, je me suis dit que j'allais me mettre à préparer les viandes. Donc là, j'ai préparé donc une marinade pour mes côtes de porc. Donc avec notamment, enfin l'ingrédient principal c'est du colombo, donc des épices pour colombo. J'ai utilisé également du wash, mon bocal d'épices, de l'huile d'olive, du poivre, du sel. Je vous remettrai en barre de description tout le contenu enfin voilà, tous les ingrédients que j'ai utilisés pour pouvoir faire ma marinade.
J'avais préparé mes viandes pour du coup qu'elles puissent se mariner pendant toute la nuit et que le lendemain, donc quand on passerait à la cuisson directement chez ma tante, qu'elles soient bien marinées et qu'on puisse du coup ne pas avoir de viande à préparer en fait. Puisque c'était un anniversaire surprise, il fallait quand même pouvoir ensuite, en arrivant sur le lieu de l'anniversaire surprise, il fallait pouvoir finir de préparer les repas, on va dire, de façon assez rapide, donc c'était pas le moment de se mettre à mariner de la viande. Donc j'ai préféré tout faire la veille. Par contre, tout ce qui est viande et les légumes après pour les salades, ça par contre j'avais rien oublié, puisque tout était dans le frigo. En fait j'ai oublié uniquement, le lendemain matin, j'ai oublié uniquement tout ce que j'avais laissé au four. Donc qui était caché on va dire, et que donc voilà, que j'avais pas sous l'œil, et donc j'ai tout oublié. Ensuite donc je suis passée à la préparation du poulet. Et comme vous le savez, donc je vous avais déjà fait une vidéo où je préparais mon poulet. Donc moi le poulet, j'enlève tout ce qui est nerf, qui est au niveau de l'os du pilon. Et j'enlève également la peau du poulet. Voilà, c'est pas quelque chose que j'aime manger. Mais du coup, voilà, ça demande quand même assez de préparation pour tous les poulets. Et là, il se trouve que le soir donc, où j'ai commencé à les préparer, j'avais super mal à la main. Donc j'ai pas pu finir le soir, j'ai fini finalement chez ma tante. Donc là voilà, je vous ai pas refilmé toute la préparation de tout le poulet, mais au final j'ai fini en coupant carrément la base des os des pilons de poulet pour éviter avoir à les nettoyer, et ça m'a pris beaucoup moins de temps. Ensuite donc j'ai mis de l'eau bouillante et j'ai nettoyé chacun de mes pilons de poulet avec du citron. Et je suis passée à la marinade du coup. J'ai utilisé donc mon bocal de wash, de l'huile. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'avec le poulet, moi je suis complètement parano. En fait, j'ai vraiment peur que quelqu'un soit contaminé par une bactérie qu'il pourrait y avoir dans le poulet. Donc à chaque fois que je touche le poulet, il faut absolument que je me lave bien les mains. Pareil pour tout ce qui aura servi à la préparation du poulet, j'ai pas envie de le laisser traîner dans le lavabo parce que j'ai peur en fait que quelqu'un vienne toucher le bol sans se rendre compte voilà, de ce qu'il y avait avant dedans, et que la personne soit contaminée, qu'elle vienne à toucher autre chose qu'elle mettrait directement dans sa bouche, et que voilà, elle soit contaminée par les bactéries du poulet. Donc du coup je suis assez tatillonne avec tout ce qui touche au poulet. Donc voilà, j'enlève même mes bagues et tout quand je dois préparer le poulet, parce que c'est vraiment une viande dont je me méfie beaucoup. Une fois donc que j'avais fini de nettoyer tout ce qui avait touché le poulet, du coup, je suis passée à la marinade. Donc là, pareil, en barre de description, je vous remettrai les épices, mais j'ai essayé d'utiliser en fait des épices camerounaises que je n'ai pas l'habitude d'utiliser, puisque voilà, je suis camerounaise par alliance, on va dire. Et donc du coup, voilà, j'ai essayé de les utiliser tant bien que mal. J'ai essayé de trouver un dosage, j'ai essayé de doser comme je pouvais. Et au final, le résultat final du poulet cuit, c'est qu'on ne sentait pas beaucoup les épices. Donc la prochaine fois, il faudra que j'en mette un peu plus. Ensuite, je suis passée du coup à la préparation d'une salade. Donc je voulais faire une salade en fait en verrine. Donc j'ai utilisé de l'endive que j'ai haché assez finement. J'ai utilisé de l'avocat, du maïs, du thon. Donc j'ai utilisé du thon en boîte, du thon naturel. Donc j'ai mis du thym, de l'huile d'olive, du wash, donc le maïs comme je vous le disais. Donc en fait au départ je voulais faire une autre salade avec le maïs et la fin de l'avocat, mais je me suis dit que non, je ferais tout dans la même salade, puisque j'avais pas énormément de verrine non plus. Et ensuite donc j'ai mis en verrine. Donc vous verrez tout le résultat sur la vidéo finale du buffet qu'on a composé. Pendant ce temps-là, le poulet du coup avait cuit.
Et donc du coup, comme il était voilà, assez blanc, assez peu présentable, on va dire, on a décidé de le faire frire à la friteuse. Les côtes de porc, on les a passées au four. Et voilà le résultat final. Donc pour agrémenter tout ça, on a ajouté du riz de jonjon, on a ajouté des acras, une salade composée. Autour des acras, du coup, ce que vous voyez, c'est les petites verrines de salade, le poulet, les côtes de porc. On a ajouté également des nems. Et c'était parfait pour le buffet d'anniversaire. Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la préparation d'une semaine chargée avec un retour de course et les préparatifs réalisés un dimanche pour entamer la semaine. C'est parti! Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Lucia et ici on parle de cuisine, d'organisation et de ménage. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Donc ce jour-là, j'avais prévu de faire quelques courses pour organiser ma semaine. Mais avant ça, j'ai fait ma liste de courses. J'ai fait ma liste de courses en m'aidant de ma liste des repas de la semaine. Et j'ai fait aussi une petite liste pour savoir ce que j'avais à faire dans la journée. Donc on pourra appeler ça du meal prep, on pourra appeler ça une préparation de semaine plutôt, pour pouvoir organiser un peu ma semaine et éviter d'avoir tout faire jour par jour. Donc voilà, j'ai d'abord commencé par une liste de ce que je voulais faire dans la journée. Donc ce jour-là, nous étions dimanche. Donc voilà, je voulais préparer certaines choses avant d'entamer la semaine. Préparer ces choses à l'avance me permettait en fait d'éviter d'avoir à faire de grosses choses dans la semaine, comme des yaourts, des gâteaux, voilà, préparer des coulis de tomates, etc. Éviter d'avoir à le faire pendant la semaine, qui est quand même assez chargée. Nos semaines sont assez chargées, donc voilà, je préfère le faire le dimanche, quand j'ai suffisamment de temps pour le faire à tête reposée, et ne pas courir pendant la semaine pour le faire. Donc là, voilà, j'étais en train d'établir la liste des goûters que je prévoyais pour la semaine, des goûters et des petits déjeuners. La liste également des choses, des aides que je pouvais réaliser pendant ce dimanche pour me permettre de faciliter ma semaine. Je vais vous montrer tout ça juste après. Et j'ai enchaîné du coup avec la préparation de mes repas de la semaine. La préparation de ma liste de repas pour la semaine. Donc là, à ce moment-là, je ne savais pas trop comment allait se dérouler ma semaine, si j'allais travailler les 5 jours de la semaine ou pas. Donc j'ai préféré faire comme si les 5 jours auraient été travaillés, donc du lundi au vendredi. Sachant qu'en général, quand je travaille toute la semaine, je pars de la maison à 7 heures maximum. Et je rentre du coup le soir avec les enfants autour de 18h30. Et après, donc, en général, je couche mes enfants à 20h, donc il me reste 1h30 pour pouvoir leur donner à manger, les laver, les mettre au lit et jouer aussi un peu avec eux quand même. Dans de précédentes vidéos, vous avez dû voir que j'avais des feuilles sur lesquelles je notais mes repas et qui étaient un peu plus visuelles que ce que j'ai pris là, ce jour-là. Et voilà, ce jour-là, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. Donc, comme tout le monde, hein, c'est pas toujours parfait partout. Tout n'est pas toujours parfait. Donc là, je l'ai fait au dos d'une enveloppe vide qui traînait dans ma cuisine. Donc c'est ce que j'ai pris pour établir mes menus de la semaine. Et donc c'est ce que je vais aussi afficher sur mon frigo. Donc parfois, voilà, j'aime bien que ce soit bien propre, bien carré, sur une belle feuille imprimée, etc. Mais parfois, voilà, je le fais au dos d'une enveloppe ou au dos d'un bout de papier qui traîne, histoire de ne pas avoir à aller imprimer, de ne pas me prendre le temps d'aller imprimer. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est jamais parfait tout le temps à 100%, hein, donc pas de stress. Voilà, donc là j'ai établi mes menus pour la semaine. Voilà ma liste du jour. Et là je complétais ma liste de courses en fonction des menus que j'avais prévus et de ce qui me restait dans mes placards. Et ensuite, j'ai été faire quelques courses pour pouvoir finaliser tout ça. Et voici donc mon retour de course. Donc là,
Donc j'avais fait des courses pour un total de 37,93 € à Auchan. Donc j'ai pris 5 kg de pommes, 2 kg et demi de pommes rouges, 2 kg et demi de pommes jaunes. J'ai pris des bananes, 2 concombres, des carottes et des oranges. Des oranges à déguster d'ailleurs. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec l'un des membres de ma famille et qui n'avait jamais remarqué qu'il y avait 2 types d'oranges. Donc les oranges à déguster et les oranges à jus. Et donc comme on mange beaucoup d'oranges, voilà, moi je prends la plupart du temps, enfin quasiment 100% du temps d'ailleurs, des oranges à déguster. Ensuite on passe aux produits frais et surgelés. Donc j'ai pris des haricots beurre et des courgettes. J'ai pris également des lardons, du fromage frais, du coup, bon, la plupart du temps c'est mon fils qui les mange, du coup avec du pain, du fromage frais pour ses goûters, et des briques de crème, donc de crème entière, et de crème autour de 10% je crois. Et pour ce qui est des produits secs, du coup j'ai pris 2 kg de farine, 1 kg de sucre blanc pour les gâteaux, des rouleaux d'essuie-tout, un paquet de rouleaux d'aluminium et un paquet de rouleaux papier cuisson. J'ai pris également des ferments lactiques pour mes yaourts et de la levure chimique. J'ai pris également des flocons d'avoine pour faire mon muesli et même à manger nature. D'ailleurs, j'ai eu une petite embrouille avec la caissière sur le prix des ferments lactiques qui, dans mon champ, sont à 2,75 €. Et une fois que les courses sont faites, on passe à la préparation de la semaine. Donc là, je vais utiliser mon muesli quasiment aussitôt. Enfin, mon flocon d'avoine plutôt pour faire justement mon muesli. Donc là, j'avais prévu de faire du muesli au chocolat pour la semaine. Donc par contre, au niveau quantité, je ne saurais pas vous dire quel grammage de flocons d'avoine j'ai utilisé. Mais vous retrouverez une vidéo où je détaille complètement la préparation du muesli. Donc comme ça, vous aurez les grammages de base. Et là, la seule différence, c'est que moi, j'ai mis du chocolat cette fois-ci. Je vous montrerai juste à la fin comment j'ai fait. Donc là, voilà, j'ai mis de l'huile d'olive un peu à l'œil. Hein. Le miel, il me restait plein de fonds de miel. Donc voilà, je récupère tous mes fonds de miel pour les mettre dans mon muesli. On mélange bien le tout et ça part au four. Donc moi je dispose en général mon muesli dans deux plats qui vont au four. Bon, un ou deux, tout dépend de la quantité que j'ai préparée. Et comme d'habitude, je préfère utiliser des plats en verre. Parce qu'en plus après les plats en verre, il n'y a pas le problème de savoir si oui ou non vous allez dégrader le plat en grattant avec une fourchette ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas des morceaux d'anti-adhésif qui vont se retrouver dans votre muesli, tout ça. Donc je préfère largement utiliser du verre, au moins j'ai aucun souci. Je peux gratter après si j'ai du muesli qui reste collé au fond du plat, je peux gratter avec une fourchette sans me poser la question de ce qui va se retrouver dans mon muesli. Voilà, donc pareil pour la température et la durée de cuisson. Vous retrouverez ça dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit tout à l'heure. Et le reste de mes flocons d'avoine, je les mets dans ce pot de conservation en verre. Ah bah finalement j'avais changé de boîte. J'avais acheté récemment ces boîtes chez Action que j'aimais beaucoup vu leur grande contenance. Du coup voilà, comme là c'était un produit qui n'était pas gras, j'ai décidé que je pouvais quand même le mettre dans une boîte en plastique. Et donc ça m'a permis du coup de conserver au même endroit le contenu de mes deux boîtes de flocons d'avoine. Ensuite je suis passée à la préparation de ma pâte à pancake. Donc voilà, je vous ai montré rapidement, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet et qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, je l'ai noté dans mon petit carnet de recettes. Et donc là, j'utilise ma balance pour pouvoir mesurer le tout. Donc j'utilise 250 g de farine, 75 g de sucre,
que je mets du coup dans un premier bol. Ensuite 40 centilitres de lait demi-écrémé pour ma part, 2 œufs, un sachet de levure chimique. Je mets également une pincée de sel. Voilà, j'ai commencé à tout mélanger à la fourchette. Et puis finalement, je suis passée ensuite avec le batteur électrique. Voilà, donc j'ajoute ensuite mes produits secs dans mon mélange liquide. Je bats correctement avec le batteur électrique. Du coup, avec le batteur électrique, ça va super vite, hein. Ça, c'est un batteur du coup que j'ai récupéré récemment. Il est très vieux. Mais justement, les appareils les plus vieux sont ceux qui lâchent le moins vite. Je crois même qu'il a été fabriqué peut-être avant même ma naissance. Mais il fonctionne très bien. Du coup, voilà, au batteur électrique, ça va vraiment très vite d'avoir une pâte homogène. Et donc voilà, je conserve du coup ma pâte au réfrigérateur pendant maximum 3 jours. Et du coup, le matin, si on veut se faire un petit pancake, ça va beaucoup plus vite. Donc là ensuite, je suis passée à la compote de pommes. Donc comme je vous avais dit, j'avais acheté du coup 2,5 kg de pommes rouge jaune, je connais pas le type de pommes, mais du coup voilà, ce sont les pommes que j'ai utilisées pour faire ma compote. Et donc il a fallu enlever les trognons et éplucher toutes ces pommes pour pouvoir faire la compote. Donc là j'ai mis un peu de temps évidemment pour éplucher voilà, toutes ces pommes, mais à la fin voilà, ça m'a permis quand même d'obtenir 1,6 kg enfin 1,6 litre plutôt de compote. Et c'est quand même mieux que d'acheter la compote industrielle. Donc de temps en temps, j'achète aussi de la compote industrielle à mes enfants sans sucre ajouté et bio la plupart du temps. Mais de temps en temps, voilà, j'aime bien leur refaire des compotes comme je leur faisais quand ils étaient bébés. Parce qu'encore une fois, voilà, moi, en ayant des enfants, je me disais que jamais ils mangeraient de la compote industrielle, mais il arrive quand même que certaines fois, on n'ait pas le temps de préparer des compotes. Bon, du coup, ils mangent pas de la compote toutes les semaines, mais de temps en temps, ça leur fait quand même plaisir d'avoir la même chose que les autres enfants, des petites gourdes de compote. Ou même les yaourts, d'avoir des choses similaires aux autres, des gâteaux, voilà, d'avoir... voilà. Je ne veux pas que mes enfants se sentent différents du fait de ne pas avoir et de ne pas consommer les mêmes produits que les autres enfants. Donc je leur en donne, mais toujours avec parcimonie. Je pense que c'est la règle à suivre. Pareil, récemment, mon fils a vu des glaces et du coup, voilà, j'avais décidé de lui en acheter parce que je trouvais bien qu'il sache, voilà, qu'il sache ce que c'est qu'une glace. Ça me paraît important qu'il connaisse les produits que tout le monde connaît. Donc même si je tiens à ce que mes enfants mangent des produits que je fais moi-même, je trouve bien aussi de les laisser consommer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger et les choses qu'ils voient entre les mains des autres enfants. Dites-moi ce que vous en pensez du coup vous en commentaire, mais voilà, moi je trouve que c'est important. Il ne faut pas qu'en arrivant à l'école, ils ne sachent pas reconnaître certains produits qui sont identifiés comme étant de base, on va dire. Donc voilà, je trouve important de leur donner des produits connus de tous. Moi, quand je fais mes compotes, je n'ajoute absolument pas de sucre. J'avais fait d'ailleurs une autre vidéo où je vous détaillais mes recettes de compote. C'était une recette de compote pomme-poire. Je vous la mettrai également dans le petit i. Mais dites-moi, vous, comment vous faites vos compotes pour vos enfants? Donc je vais rincer rapidement mes pommes et là mon muesli était prêt. Donc je vais rincer rapidement mes pommes, lancer la cuisson des pommes et revenir au muesli. Voilà, donc une fois que mes pommes sont rincées, j'y ajoute un peu d'eau, juste pour recouvrir à peu près
la moitié de mes pommes et je lance en cuisson pendant 30 minutes. Et donc ensuite, pour faire donc mon muesli au chocolat, donc là il me restait juste à répartir les morceaux de chocolat sur le muesli encore bien chaud. Donc là j'avais décidé de faire tout mon muesli intégralement au chocolat. Sinon j'aurais pu en laisser une partie nature, ajouter des graines, etc. Mais là du coup voilà, j'avais décidé de faire tout le muesli au chocolat. Donc j'ai mis des morceaux de chocolat pâtissier sur une partie de mon muesli et j'ai recouvert avec la deuxième moitié de mon muesli. Et pendant que le tout était en train de réchauffer, donc que les morceaux de chocolat étaient en train de réchauffer, je suis passée à la découpe de mon ananas. J'avais un ananas qui traînait là sur mon plan de travail depuis un certain temps. Et donc du coup il était vraiment très mûr. D'ailleurs il y a même une petite partie qui avait commencé à pourrir. Donc il était vraiment temps de le couper. Et du coup il était succulent, il était super sucré. Donc voilà, je découpe rapidement la base et la tête de mon ananas. J'enlève la peau. Et ensuite je coupe en 4 pour enlever la partie du milieu. Donc voilà ma méthode moi pour couper mon ananas. Je ne sais pas si vous en avez une autre qui vous permet peut-être de conserver un peu plus d'ananas, mais moi c'est celle que j'utilise et bon, jusqu'ici ça me va très bien. Donc là vous voyez il y avait une bonne partie qui avait déjà commencé à pourrir. Donc là je suis allée rincer rapidement mes morceaux d'ananas. J'ai récupéré un bol de conservation et je découpe mon ananas pour que ce soit beaucoup plus pratique à manger, que tout le monde puisse se servir directement sans plus avoir à découper quoi que ce soit. Donc là, une fois que mon muesli a bien réchauffé et du coup que mes morceaux de chocolat sont bien fondus, donc là je vais pouvoir mélanger le tout pour répartir mon chocolat. En général, le muesli que je fais ne tient pas une semaine et c'est pas dérangeant puisque ça permet d'éviter qu'on mange à tous les petits déjeuners la même chose ou à tous les goûters la même chose. Voilà, ça permet de varier un peu. Et donc là, je mets aussi dans un pot en verre. Dans le pot en verre qui avait servi à la conservation des flocons d'avoine. Donc là je reprends ma liste pour voir où j'en suis. Donc le muesli c'est fait, pâte à pancake c'est fait, compote aussi, et couper l'ananas c'est bon. Et ensuite donc je suis passée à la préparation des pommes de terre parce que j'envisageais de faire un plat de pommes de terre poulet pour le lendemain. Donc là, pareil, j'avais des pommes de terre qui étaient du coup à l'extérieur sur ma loggia depuis plus de 2 semaines, oui. Donc elles avaient quand même pas mal germé. Du coup, le rangement que vous avez sûrement vu dans l'une de mes vidéos, d'ailleurs je vous la remettrai dans le petit, du coup il est toujours d'actualité. Donc mes pommes de terre, patates douces, tous mes tubercules, etc. sont toujours stockés à l'extérieur sur la loggia dans la casserole. Donc là du coup ces pommes de terre là du coup provenaient de l'extérieur et je pense que de toute façon à l'intérieur si je les avais conservées à l'intérieur au bout de plus de 2 semaines, oui, elles auraient été dans un état beaucoup plus catastrophique. Donc là elles étaient quand même à l'air, ce qui fait que voilà, elles ont germé, mais elles sont tout à fait mangeables. Une fois que mes pommes de terre sont pelées, je vais les rincer rapidement. Évidemment, j'ai également lavé ma casserole qui contenait toutes mes pots de pommes de terre. Et voilà, donc je passe à la découpe de mes pommes de terre. Donc là, je les avais coupées en demi-rondelles, si on peut appeler ça comme ça. J'aurais pu les faire au four, mais avant ça, il aurait fallu les faire bouillir un peu pour qu'elles cuisent un peu. Après, les mettre dans un plat au four, tout ça. Donc là, j'avais vraiment pas envie d'utiliser plusieurs ustensiles pour cuire mes pommes de terre. Donc là voilà, je les ai mis dans une casserole, du coup je les ai cuites.
à la casserole. Donc pour ça, j'ai ajouté sur mes pommes de terre du sel, du poivre, du persil. J'ai ajouté également de l'huile d'olive et de l'eau pour pouvoir cuire les pommes de terre. Et pareil, c'est parti sur le feu pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai récupéré mes pommes qui étaient cuites et donc je les ai passées au blender pour pouvoir faire ma compote. Donc vous voyez, là j'en avais pour 1,6 litre de compote. Et plutôt que de les mettre dans des petits pots, j'ai préféré les mettre dans des gros. Ce qui m'a permis de, après refroidissement évidemment, de garder un pot au réfrigérateur et un autre que j'ai mis au congélateur. Et j'ai même pu préparer 2 petits pots de compote pour le prochain goûter des enfants. Donc ensuite, je suis passée à la préparation de mes blancs de poulet. Donc là, ils sortaient du congélateur, je les avais sortis 3 ou 4 heures avant. La décongélation était quasiment complète et du coup, j'ai enlevé les bouts de gras et j'ai coupé en petits dés. Et j'ai fait la même chose pour mes 4 blancs de poulet. Et donc une fois que j'avais fini de découper mes blancs de poulet, je suis passée du coup à la marinade que j'ai mise directement sur les blancs de poulet. J'ai mis 3 bonnes cuillères de mon bocal d'épices dont je vous mettrai la recette en description. Du sel, du poivre, de l'huile de colza. J'ai bien homogénéisé le tout. Et j'ai laissé mariner tranquillement sur ma plaque de cuisson sans activer la cuisson, puisque j'avais encore un ingrédient à ajouter, c'était mon aide culinaire wash, qui contient de l'oignon, de l'ail, du sel et de l'huile, mais du coup que j'en avais plus du tout, il fallait que je reprépare, d'ailleurs c'était sur ma liste. Du coup je me suis attaquée à la préparation de mon wash. Voilà, c'est le petit nom que je lui ai donné, histoire de ne pas avoir à détailler sa composition. Mais bon, peut-être que le nom évoluera dans un futur proche, je sais pas. On verra bien. Donc pour ça, pareil, j'ai une vidéo où je vous détaille la préparation de cette aide culinaire là. Je vous la mettrai également dans le petit i. Mais j'utilise de l'ail, de l'oignon. Pour les quantités, je vous ai mis quelques repères dans la vidéo qui est en petit i. Mais voilà, moi la plupart du temps, je fais un peu à l'œil. J'ai pas trop de repères, ça dépend aussi de ce que j'ai dans mes placards. Si j'ai plus d'ail, je vais en mettre un peu plus que d'oignons, voilà. Mais en général, j'essaie de les mettre, on va dire, en quantité équivalente, en termes de volume. Pour le sel, c'est mon conservateur, du coup, j'en mets une bonne quantité. Je peux pas être plus précise que ça. Et pour l'huile, on va dire que j'en mets suffisamment pour que ça puisse que le tout puisse être mixé au blender. Voilà, si jamais ça mixe pas suffisamment, je peux ajouter un peu d'huile. Et donc du coup, mon wash, c'est quelque chose que j'utilise à peu près dans tous mes plats. Également que ce soit des plats froids, que ce soit des quiches, des viandes, des légumes, même dans mes vinaigrettes. D'ailleurs, je vais vous montrer ma recette de vinaigrette juste après. Du coup, voilà, en avoir un pot prêt dans le frigo, dans le réfrigérateur, c'est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir à chaque fois à mixer de l'ail, de l'oignon, voilà, et surtout à les peler. Je préfère peler le tout une fois pour toutes et ensuite, voilà, profiter pleinement du fait de pouvoir en prendre juste une cuillère
de ne pas avoir à tout ressalir, le blender, etc. De passer un temps fou à éplucher tout ça. C'est la solution que j'ai trouvée pour cuisiner de bons petits plats le plus rapidement possible en cours de semaine. Donc là je passe ensuite à mes oignons, donc je les épluche et je les coupe quand même un peu histoire que ça puisse être pris par la lame du blender. Une fois que tout est découpé, toujours un petit coup de propre. Donc je mets de l'huile et du sel. Donc vous voyez le sel, hein, j'y vais pas de main morte. Et je vais mixer tout ça au blender. Et donc là du coup j'ai dû mettre dans deux pots différents mon wash, puisque le premier pot ne pouvait pas contenir tout le wash. Donc là je suis passée ensuite à la découpe de mes tomates, mais entre temps du coup j'ai pas rincé mon blender, puisque qu'il y ait un peu d'ail et d'oignon dans mon coulis de tomates, ça peut pas du tout faire de mal, au contraire. Donc voilà, j'ai pas rincé et du coup enlever les résidus de wash qui restaient dans le blender. Le coulis de tomate le fera et ce sera encore plus savoureux. Mon coulis de tomate sera encore plus savoureux. Enfin, il aura un peu plus de goût, quoi. Et pareil, je coupe mes tomates et je les coupe en petits dés, histoire que la lame du blender puisse bien faire son travail. Si vous laissez en trop gros morceaux, ça pourra jamais tourner. Voilà, j'ai quand même utilisé une dizaine de tomates, histoire d'avoir une bonne quantité de coulis. Et du coup, mon coulis, je vais le congeler pour pouvoir l'utiliser au fur et à mesure de mes besoins pendant la semaine ou même pendant le mois à venir. J'avais fait une vidéo également sur ce thème-là, sur les aides culinaires et comment cuisiner maison tous les jours. Donc je crois que c'est la même vidéo, il me semble, que celle où je vous détaille la préparation du wash. Donc vous l'aviez déjà dans le petit i, mais vous pourrez toujours la retrouver dans la description, dans la barre de description. Et donc une fois mixé, je répartis mon coulis de tomates dans des pots. Et c'est terminé pour mon coulis de tomates. On repasse au poulet. Et donc je reprends mon poulet qui est en train de mariner, où j'ajoute du coup un peu de mon wash, donc environ une cuillerée. Et là du coup je passe à la cuisson directement. Je laisse pas mariner à nouveau, je passe à la... Ensuite, pendant que mon poulet est en train de cuire, donc j'avais une patate douce également qui était prévue dans l'un de mes repas de la semaine. Sauf que ma méthode de préparation des patates douces est quand même assez longue. Donc du coup, là voilà, j'avais prévu de cuisiner ma patate douce en début de semaine. Donc je pouvais me permettre de la préparer là, le dimanche. Donc en fait, je fais une sorte de marinade à ma patate douce qui sera cuite ensuite le mercredi au four. Donc je commence par l'éplucher. Pour pouvoir l'éplucher facilement, du coup, j'utilise, je la coupe en grosses rondelles. Et je l'épluche un peu comme j'épluche mon ananas, donc en coupant de façon verticale. Une fois que j'ai bien tout épluché, donc je coupe ma patate douce dans le sens où je souhaite la cuire. Donc du coup, je souhaite en faire comme des petites frites. Donc du coup, voilà, je la coupe en lamelles.
Bon, si mes rondelles sont trop grosses, du coup, je les affine quand même un peu avant. Et ensuite, je coupe ma rondelle de patate douce en lamelles. Donc après, la marinade que je fais autour de mes patates douces, pour la faire, j'y mets des épices mexicaines, du sel, du poivre et de l'huile de colza. Et évidemment, j'y ajoute de l'eau pour augmenter le volume. Voilà, donc je verse tout ça sur mes patates douces. J'ai ajouté encore des épices mexicaines, je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment. De l'huile aussi d'ailleurs. Et après ça, du coup, je vais pouvoir secouer et voilà, répartir les épices un peu partout. Et ça, du coup, ça va rester dans le bas de mon réfrigérateur jusqu'au jour où je vais l'utiliser, donc 2 ou 3 jours maximum après. Donc là, au niveau de ma liste, du coup, j'avais bien avancé. Il me restait à faire mes endives blanc de poulet et ma préparation de gâteau. Donc pour ma préparation de gâteau, du coup, enfin, j'ai pas réalisé un gâteau, j'ai fait une préparation de gâteau qui me servirait plutôt en fin de semaine, puisque pour le début de la semaine, j'avais quand même le muesli, la pâte avec pancake. Donc du coup, voilà, je voulais pas préparer dès le dimanche un gâteau qui serait mangé fin de semaine. Et je voulais pas non plus le préparer maintenant pour pas qu'il soit mangé tout de suite. Parce qu'en général, quand il y a un gâteau chez moi, ça fait pas long feu. Donc là, voilà, ce gâteau-là était vraiment prévu pour la fin de la semaine. Donc ce que je fais, c'est que de temps en temps, il m'arrive de préparer mes ingrédients secs, de les mettre dans une boîte. Et comme ça, voilà, il me restera plus qu'à ajouter, les ingrédients liquides. Ça, c'est une astuce que j'ai vue chez Lovely Lou, donc sur la chaîne de Lovely Lou, et je trouve ça vraiment pratique. Donc là, j'ai mis 14 cuillères de farine, 10 cuillères de sucre, une cuillère à soupe de cannelle, une demi-cuillère à soupe de muscade, un sachet de levure chimique, et il me restera à ajouter 2 œufs, 10 cuillères à soupe de lait et 10 cuillères à soupe d'huile. Donc je colle une petite étiquette pour écrire les ingrédients manquants dessus et je range ma boîte. Et voilà, donc là tout ce qui me restait à faire que je n'avais pas fait et qui était écrit sur ma liste, c'était la préparation d'une salade endive blanc de poulet, blanc de dinde plutôt. Je pensais qu'il me restait plus d'endives que ça. Je pensais faire une bonne salade voilà, pour plusieurs personnes, mais au final il me restait qu'une endive. Donc du coup cette salade m'a servi en lunchbox pour le lendemain. Dans ma salade, j'ai ajouté du poivre, du persil. Et du coup, je me suis préparé ma petite vinaigrette. Ma petite vinaigrette que je mets dans un petit pot et que j'emmène avec moi au travail pour pouvoir mettre ma sauce à la dernière minute. Donc dans ma vinaigrette, je mets environ 3 quarts d'huile et 1 quart de vinaigre balsamique, une cuillerée de ouache, du sel, du poivre, et je mélange le tout. Ah, j'ai oublié donc la préparation des yaourts. Je pensais que j'avais eu terminé ce jour-là, mais non, j'avais aussi préparé mes yaourts. Donc là, oui, j'ai déjà une recette de yaourt sur ma chaîne, mais je voulais vous montrer comment est-ce que je fais mes yaourts avec différentes saveurs. Donc en général, ce sont des confitures que j'utilise. Bon là, j'avais plus beaucoup de confitures. Il me restait l'équivalent de 2 cuillères à soupe de confiture d'abricot et une cuillère à soupe de confiture de fraises.
Donc voilà, je mets une cuillère à soupe de confiture au fond de mes pots et je verse le lait du coup selon la préparation des yaourts que je vous remets. Donc du coup là voilà ce que j'ai pu faire en environ 4 heures. Donc la préparation des yaourts qui va vite partir au four. Voilà. Pommes de terre et poulet. Une lunchbox avec endives et blanc de dinde avec la petite vinaigrette. J'ai coupé mon ananas. J'ai préparé une pâte à pancake pour la semaine avec le petit reste en plus du coup qui rentrait pas dans cette boîtier. J'ai préparé 2 bocaux de wash. J'ai préparé mes patates douces pour mercredi, donc je vais les laisser au frigo. Là j'ai préparé une pâte à gâteau pour la semaine, pour la fin de la semaine. J'ai 4 pots de coulis de tomates avec un peu d'ail et d'oignon, vu que pendant la préparation il en restait dans mon blender. Du coup j'ai pas nettoyé mon blender entre la préparation du wash et entre la préparation du wash et du coulis de tomates. J'ai préparé également environ 1,6 litre de compote de pommes pour mes enfants et d'ailleurs même pour nous, les parents. Du coup j'ai récupéré aussi l'eau de cuisson qu'on va pouvoir boire, voilà, juste une petite boisson fraîche. Et j'ai préparé du muesli au chocolat pour la semaine également. Donc voilà ce que j'ai pu faire en environ 4 heures. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Mettez-moi en commentaire du coup vous comment vous vous organisez pour préparer vos débuts de semaine. Moi voilà ce que j'essaie de faire un peu toutes les semaines, donc peut-être pas forcément en aussi grosse préparation, comment dire, avec autant de temps de préparation. Voilà, j'y consacre peut-être 2 heures par dimanche pour préparer le début de semaine, mais là voilà, j'y ai consacré un peu plus de temps cette fois-ci pour bien préparer ma semaine qui va être assez chargée. Donc voilà, je sais que niveau repas, enfin surtout niveau goûter des enfants, voilà, les choses sont faites goûter et petit déjeuner, les choses sont anticipées. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser rapidement des muffins faits maison pour vous et vos enfants et que vous pourrez manger au petit déjeuner ou au goûter. Allez, c'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Lucia, maman de 2 enfants et j'adore cuisiner. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que mon contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour pouvoir recevoir toutes les notifications de nouvelles vidéos. Aujourd'hui je vous présente ma recette pour des muffins à la banane, réalisés avec des bananes en fin de vie que je ne voulais pas jeter et que je voulais réutiliser du coup en gâteau. Alors pour ça, je prépare donc mes gâteaux avec soit une balance, soit à la cuillère. Donc vous aurez les 2 types de dosage dans la description. Donc on aura besoin de farine, de sucre, de levure chimique, de 4 œufs, d'huile, de lait et d'une banane et demie. On commence par éplucher les 3 bananes et les écraser à la fourchette dans un bol jusqu'à obtenir un mélange assez lisse. À part si vous voulez avoir vraiment des morceaux de banane dans votre gâteau. Et moi c'était pas le cas, je voulais un mélange assez lisse. Ensuite on passe au mélange des ingrédients secs, donc de la farine, du sucre et de la levure chimique. Et on en réserve dans un bol. Ensuite les ingrédients liquides dans un autre bol, donc le lait, l'huile, et les œufs. Donc je vous rappelle que toutes les proportions sont dans la barre de description.
et on fouette bien le tout. Une fois qu'on a obtenu une texture bien homogène pour les ingrédients liquides, on peut mélanger le contenu des 2 bols. Donc on verse les ingrédients liquides dans les ingrédients secs et on mélange bien. Moi j'utilise une cuillère ou une fourchette en général et ça suffit pour obtenir une pâte bien lisse. Une fois qu'on a obtenu une pâte bien lisse, on peut ajouter la banane à notre mélange et bien mélanger à nouveau. La préparation de la pâte est enfin terminée, on peut passer à la mise en moule. Alors moi j'ai utilisé des moules que j'ai huilés, mais je vous conseille d'utiliser des petites caissettes, j'en avais plus donc j'ai uniquement huilé mon moule. Mais après pour le démoulage des muffins ça n'a pas été très simple, j'ai dû y aller au couteau, bon, en faisant attention à ne pas rayer mon moule. Mais voilà, donc je vous conseille d'utiliser des caissettes si vous en avez. Sinon sachez que vous allez mettre un peu de temps à décoller vos muffins de votre moule. C'est parti pour la cuisson à 160 degrés pendant 30 minutes dans un four préchauffé. Après cuisson, donc on obtient des muffins bien dorés. Et je plante un couteau pour savoir si mes muffins sont cuits. Donc le couteau doit ressortir propre. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé du coup un couteau pour pouvoir démouler mes muffins parce que je n'avais pas de caissette à mettre au fond de mes moules. Du coup, ma pâte a un peu adhéré au moule. Donc voilà, j'ai été tout doucement avec le couteau pour décoller les muffins et ça a été. J'ai eu des muffins entiers. Voilà, ça a juste été un peu fastidieux de les décoller, mais ça se fait très bien. Cette recette est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez du fait d'avoir un peu de mal à décoller les muffins des moules. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi? Quelles astuces vous utilisez pour éviter que ça arrive? Donc voilà, laissez-moi les commentaires pour pouvoir discuter de ces sujets-là. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos et même de partager si le contenu vous intéresse. Voilà le rendu final de mes muffins, donc bien moelleux. Et voilà comment je les ai accompagnés pour le premier petit déjeuner. Cette vidéo marathon de cuisine faite maison est maintenant terminée, mais sachez que j'ai encore plein d'idées recettes à vous partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à liker toutes les vidéos qui vous plairont. N'hésitez pas à venir commenter également pour partager vos idées avec moi. À bientôt!